Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Pour les actualités nationales, deuxième séance plénière de la première session ordinaire du Parlement. Pour les actualités internationales, en Palestine, la présidence palestinienne dénonce un véritable massacre. Les détails dans ce journal de 22 heures. Le journal au complet, mesdames et messieurs, le président de la République, son Excellence El-Hadj Ismaël Omar Guelleh, a, à l'occasion de la fête nationale du Yémen, souhaité succès et réussite au président du Conseil de transition de ce pays, son Excellence Rachad Al-Halimi, ainsi que davantage de paix, de progrès et de prospérité au peuple frère yéménite. Ce vœu du chef de l'État sont intervenus dans un télégramme de félicitations au sein duquel il a formé l'espoir d'un prompt retour de la paix, de la stabilité et de la concorde nationale dans ce pays frère. Djibouti et le Yémen en partagent des liens séculaires tissés par le fil de l'histoire, de la culture et de la proximité géographique, a noté le chef de l'État. Nous n'aurons de cesse d'apporter notre soutien et appui à la nation sœur du Yémen dans le contexte difficile actuel, concrétisant ce pays frère, a dans son élan indiqué le président de la République, qui a réitéré ses vœux de bonne fête à M. Rachad El-Halimi et à l'ensemble du peuple yéménite. Je vous disais dans les titres, conformément à l'article 22 du règlement intérieur, l'Assemblée nationale s'est réunie ce lundi 22 mai 2023 à l'occasion de sa deuxième séance publique de la première session ordinaire pour cette 9e législature. La plénière était présidée par son Excellence M. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, avec la participation du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, mais aussi des députés et des membres du gouvernement. Au début de la séance, une minute de silence a été observée par les députés et les membres du gouvernement avant la séance des questions au gouvernement, afin de rendre hommage aux grands commis de l'État qui sont feu Hachi Abdoulaye Orah et Abdurrahman Cheikh Mohamed. L'ordre du jour concernait les points suivants. Projet de loi numéro 1 portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2021 du douane des biens WARF. Le projet de loi numéro 2 portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2021 de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti. Le projet de loi numéro 3 portant apporter adoption des comptes financiers de l'Office national du tourisme de Djibouti, l'ONTD, exercice 2021. Le projet de loi numéro 4 instituant la fonction de l'audit interne dans les institutions publiques. Et le projet de loi numéro 5 portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2018 de l'Agence djiboutienne pour le développement social. Un projet de loi numéro 6 portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2019 de l'ADDS. Projet de loi numéro 7 portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2020 de l'ADDS et le projet de loi numéro 8 portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2021 de l'ADDS également. Le projet de loi numéro 10 portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2020 de la Caisse nationale de sécurité sociale. En ouverture de cette session, le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue aux députés, ministres participant dans l'hémicycle au déroulement de la plénière, précisant au préalable les règles et cadres de la procédure relative au texte soumis à la représentation nationale. Concernant les échanges, les parlementaires ont interrogé les membres du gouvernement sur les questions relatives aux comptes financiers des établissements publics, sur l'audit interne des institutions publiques, au terme de ce devoir de mémoire qui venait en clôture des échanges conséquents et fructueux. Et après le vote favorable sur les textes mentionnés, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Dileta Mohamed Dileta, a procédé à la levée de la séance plénière. 2021 du douane à Zakat. Projet de loi 02 AN 2023, 9e législative, portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2020 de l'ONEAD. Projet de loi numéro 3, AN 2023, 9e législative, approbation des comptes financiers de l'exercice 2021 de
TD. Quatrième projet, projet de loi 04 AN 2023, 9e législative, instituant la fonction de l'audit interne dans les institutions publiques. Projet de loi 05 AN 2023, 9e législative, portant approbation de comptes financiers de l'exercice 2018 de la DDS. Projet de loi numéro 6 AN 2023, 9e législative, portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2019 ADDS. Septième projet, projet de loi 067, 7e AN 2023, 9e législative, portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2020 de l'ADDS également. Et également le projet numéro 8, projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2021 de la DDS. Et enfin, projet de loi 09 AN 2023, 9e législative, portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2020 de la CNSS. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, nous allons examiner le projet de loi numéro 1 portant approbation. Les parlementaires ont interrogé les membres du gouvernement sur les questions relatives aux comptes financiers des établissements publics, sur l'audit interne des institutions publiques. On écoute. Le gouvernement a prévu de clôturer réellement les limites de la cimetière de PK12. Deuxième point, il n'y a que les fonctionnaires de l'État qui payent les cotisations de cimetière, dont l'État collecte. Mais les sociétés privées, personne ne paye à ce que je pense. Nous avons remarqué dans le compte financier de l'ONEAD que l'eau produite n'est pas entièrement facturée. Il y a une quantité d'eau qui n'est pas facturée et qui se perd dans le circuit de distribution. Ça nous inquiète puisque ces travaux ont été confiés à une société pour arrêter la fuite d'eau. Deuxièmement, il y a de l'eau qui sont facturées et qui restent dans les créances irrécouvrables. Ça aussi, c'est un autre problème et il faut que les départements en charge trouvent une solution pour y remédier. Voici les réponses ensuite des membres du gouvernement sur les questions relatives aux comptes financiers des établissements publics, sur l'audit interne des institutions publiques. Le Djibouti est connu par sa diversité culturelle. Au niveau local, nous avons 3 langues maternelles, arabe, afar et somali. Sur le plan officiel, il y a des langues de travail mentionnées dans notre constitution, l'arabe et le français. Comme vous avez pu constater donc, l'arabe est à la fois maternel et officiel. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que notre chère patrie, de par sa position géostratégique, a comme richesse ses ressources humaines, qui doit être bien outillée en matière de langue nationale comme officielle. Pour vous, en tant que député, cela pourrait vous permettre d'augmenter ou consolider vos capacités de leadership et de bien représenter le peuple djiboutien ici et ailleurs, et notamment dans les pays arabes. Je viens pour essayer de répondre les questions posées par notre ami Abdou Issa. C'était autour des cimetières en général. Nous connaissons donc le problème qui a des traits ou qui a des relations avec le cimetière. Mais nous voulons mentionner ici, vous dire que nous sommes le seul pays où les cimetières sont ouverts 24 heures sur 24 heures. C'est le premier point. Le deuxième point, vous avez déjà mentionné qu'il n'y a que le budget qui paye donc. Et les autres donc, les établissements publics, privés, ne payent pas.
nous sommes appelés à réfléchir ensemble pour résoudre ces problèmes nationaux. Le deuxième intervenant, c'était le président de la commission, qui je remercie beaucoup pour toutes les remarques pertinentes qu'il a proposées. Et nous sommes donc convaincus que donc, faire plus de la communication serait bénéfique pour le département. Je voudrais vous expliquer d'abord l'eau, la quantité d'eau a augmenté. Le nombre d'abonnés a augmenté. Nous sommes à 48 554 abonnés. Avant, on était moins que ça, 38 000. Mais maintenant, je vais vous dire, lorsque vous consommez de l'eau, lorsque vous lavez la cour, tout ça, c'est fait 70%. La grande quantité d'eau, 70%, ça devient eau usée. C'est scientifique, ce n'est pas moi qui invente. 70% de l'eau qu'on consomme, 70% ça devient eau usée. Et je voudrais vous dire, 50 millions d'euros, c'est station d'épuration des eaux usées de Belbela, station d'épuration des eaux usées, extension de Douda, station d'épuration avec réseau d'adduction d'eau au niveau de Rodan. Tout ça, c'est prévu, mais attendez, essayez d'être patient. Nous allons passer à présent à l'intervention du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, à l'issue de ces deuxièmes séances plénières de la première session ordinaire pour cette 9e législature. Savoir qu'en 2019-2020, n'oubliez pas que le monde entier a été plongé dans une crise sanitaire incommensurable parce que nous avons subi les mêmes effets du Covid-19 comme dans le monde entier. Je vous assure que la CNSS a été l'un de nos fleurons dans la lutte contre la Covid-19. Et elle a mis en place, la CNSS a mis en place des contrôles rigoureux au niveau de l'aéroport international de Djibouti pour effectivement vérifier si les personnes qui viennent ils ne sont pas infectées par la Covid. Et dans ces conditions, vraiment, la CNSS a joué un rôle primordial. Le ministère de la Santé, qui a mis en place aussi un comité qui a lutté contre le Covid-19 avec des médecins et des experts sanitaires qui sont vraiment parmi les meilleurs aujourd'hui dans notre pays. Je vous remercie. Dans son mot de clôture, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta, Mohamed Dileta, a exprimé d'emblée ses remerciements et sa gratitude à tous les participants à cette session plénière. On écoute. Je voudrais vous remercier pour toutes les dispositions que vous avez prises. L'ordre du jour étant épuisé, je voudrais, en dernier point, introduire un sujet auquel vous serez tous sensibles. Nous avons fini notre travail, mais une fois que la solidité de nos activités de la séance plénière étant accomplie, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, je saisis l'occasion pour inviter la représentation nationale à s'associer à l'hommage à nos frères qui sont décédés la semaine dernière, à savoir Hachi Abdullahi Ourah et Abdurrahman Cheikh Mohamed. C'est des patriotes et grands commis de l'État qui ont servi notre pays avec dévouement et abnégation. Durant plusieurs décennies, ont été rappelés à Dieu ces dernières semaines. La représentation nationale salue leur mémoire et les rend un vibrant hommage. C'est pourquoi je vous demanderai tous de vous lever pour une minute de silence. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Autre actualité nationale, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, son Excellence M. Ali Hassan Ardaoun, a reçu ce matin dans son cabinet une délégation de magistrats sénégalais venus participer au rituel religieux suivant le décès du président de la Cour suprême de Djibouti. Au nom du corps de la magistrature de la République du Sénégal, ils ont présenté leurs condoléances au ministre de la Justice et à leurs homologues qui ont perdu le plus illustre de leurs collègues. Le ministre a également reçu la délégation du bureau régional du Haut-Commissariat aux droits de l'homme dans le cadre d'une visite de travail en vue de la participation du rapport périodique de Djibouti auprès du comité des droits de l'homme prévu pour novembre de cette année. Une réalisation de plus pour la Fondation Ismaël Omar Guelleh pour le logement avec la cérémonie de remise des clés hier dimanche 21 mai aux bénéficiaires de 30 logements sociaux à Hol-Hol. Cérémonie organisée par la Fondation avec la participation du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Ainsi, le directeur de la Fondation Ismaël Omar Guelleh pour le droit au logement, M. Mahmoud Ali Ousmane, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Olouf Ismaël Abdo, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, mais aussi du ministre des Affaires musulmanes, M. Moumen Hassan Barre, était ce dimanche à Al-Hol, la sous-préfecture de la région d'Ali Sabiye. Un déplacement donc dans le cadre des actions de la Fondation qui vient de concrétiser encore une fois ce projet financé par un fonds privé pour venir en aide aux habitants les plus nécessités de Hol-Hol. Les clés de ces maisons ont été remises aux bénéficiaires par les membres du gouvernement présents à la cérémonie et les responsables locaux. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités est intervenu dans cette réalisation dans la sélection des bénéficiaires en se basant sur les critères d'éligibilité. Il y a un mécanisme de sélection à partir du registre social tenu par ce département. Les familles retenues répondaient à ces critères qui est notamment de se trouver dans une situation de pauvreté extrême, de ne pas disposer de logement, d'avoir plusieurs enfants à charge dans des situations d'handicap. Sans se référant à ces modalités que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a mené ce travail qui lui a été confié par la Fondation IOG. Une fondation qui œuvre depuis pratiquement 6 ans pour mettre un toit sur la tête des familles les plus démunies. Après Djibouti-Ville, toutes les régions de l'intérieur ont bénéficié de ces actions de la fondation. Actions qui dépassent depuis quelque temps les chefs-lieux pour une prise en charge des populations qui vivent en dehors de ces zones et qui sont réellement dans le besoin. Une des bénéficiaires est intervenue au cours de cette cérémonie pour faire de la situation difficile dans laquelle elle se trouvait avant ce heureux événement. Elle a tenu à exprimer sa reconnaissance au président Ismaël Omar Guelleh qui, à travers sa fondation, vient de changer radicalement sa vie et celle de sa famille. Pour les interventions, le directeur de la Fondation Ismaël Omar Guelleh pour le droit au logement, M. Mahmoud Ali Ousmane, est intervenu pendant la cérémonie, rappelant notamment que les actions de la Fondation se limitaient pas uniquement dans la capitale, mais s'étendent également aux régions de l'intérieur. Dans la région Assedjoug, je cite, nous avons construit 130 logements, dont 30 ici à Hol-Hol, 130 également dans la région des Dikil, repartis comme suit, 50 dans le chef-lieu, 50 à Yoboki et 30 à Mouloud, a-t-il indiqué. Dans les circonscriptions du Nord, nous comptabilisons 100 logements chacun à Tedjoura et Obok. Il nous reste à faire la même chose à Arta et nous le ferons, 50 pour Artaville et 50 logements pour Vera. Le directeur de la Fondation Ismaël Omar Guelleh pour le droit au logement, M. Mahmoud Ali, a tenu aussi à passer un message aux bénéficiaires des 30 maisons à Hol-Hol, à qui il a demandé qu'ils en prennent soin et l'entretiennent. Ce n'est pas la fin d'autres projets similaires vont suivre, a-t-il dit. Comme vous le savez, il y a des critères et des conditions qu'il faut respecter. Je suis convaincu que vous serez à la hauteur, a souligné le directeur. Il a enfin insisté sur le fait que ces réalisations ne verraient pas le jour sans l'implication personnelle du président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, envers qui nous sommes tous reconnaissants, a-t-il conclu. Ce projet fait suite aux efforts considérables du président de la République quand il a créé en 2016 sa fondation pour le logement. C'est en ces termes que s'est exprimé à son tour la ministre des Affaires sociales et le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, son Excellence M. Moumen Hassan Barre. Le président a pris cette décision, a dit le ministre, après avoir constaté que certaines franges de notre population vivaient dans des endroits très difficiles. Depuis cette date, le chef de l'État a fait de la lutte contre le mal de
de logement une de ses grandes priorités. Et dès 2017, il a lancé la construction des logements, comme vous le savez, dont le nombre reste important. Le président Ismaël Omar Guelleh est conscient que les logements qui vous ont été octroyés, a-t-il dit, ne sont pas suffisants et poursuit sans relâche ses efforts. Mais il faut agir par priorité et ceux qui sont dans le besoin réel et incontestable doivent passer en premier. Pour cela, dès le début, des critères ont été mis en place. Enfin, le ministre a également demandé de protéger ce bien et de faire des doigts pour le président de la République. La ministre de la Jeunesse et de la Culture donne le coup d'envoi des travaux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien. Le Djibouti abrite du 22 au 24 mai la réunion des experts de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien. La CGSOI est une commission intergouvernementale créée en 1988 qui a pour objectif de promouvoir l'amitié et la fraternité entre les jeunes des pays membres et de favoriser le développement de la coopération régionale à travers la promotion du sport et de la jeunesse. La réunion des experts de la commission qui va durer 3 jours portera sur des échanges et des discussions sur l'organisation et la programmation de la 13e édition qui se tiendra en 2025 à Seychelles. Le budget prévisionnel de 2020-2024 a été également au menu de ces discussions. La réunion des experts a vu la participation présentielle et par vidéoconférence de nombreuses délégations qui sont de l'Union des Comores, le Madagascar, la Mayotte, l'île Maurice, la Réunion, les Seychelles et la République de Djibouti. Vous savez, la CGSOI regroupe 7 pays de l'océan Indien, y compris Djibouti. Donc le Comores, Djibouti, Madagascar, Mayotte, Réunion, Seychelles et Maurice. Le secrétariat se trouve à Maurice, donc on est là. Après les Jeux, vous savez, les derniers Jeux de la CGSOI a eu lieu en décembre dernier à Maurice. Et on avait eu l'équipe de Djibouti. Et je sais que Djibouti a enlevé plusieurs médailles d'or. Plusieurs médailles, entre autres des médailles d'or. Je me souviens également de cette médaille d'or qui a fait beaucoup de plaisir en e-sport. C'est la toute première fois qu'on a lancé pour les Jeux de la CGSOI. Donc on est là, on est très contents. C'est la réunion qui devrait accueillir les réunions des experts et des ministres. Mais avec le désistement de la réunion, on s'est tourné vers Djibouti. Et je dois remercier et saluer l'initiative du ministre, Madame Dr Ibo, donc, qui a tout de suite réagi favorablement et on est là. Donc, on a eu très peu de temps à organiser cette réunion et je dirais merci et au ministre et également à ses proches collaborateurs et proches collaboratrices qui ont tout fait pour que cette réunion eut lieu ici à Djibouti. Donc, je peux vous dire que l'accueil a été l'accueil légendaire, l'hospitalité légendaire des Djibouti, on le connaît, on le ressent. Donc, merci pour ça. Et j'espère qu'on va avoir des très bonnes réunions, qu'on va avoir des décisions, des résolutions très correctes, très bons pour le bon déroulement de l'organisation de la CGSOI. Nous allons écouter les propos de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Oumoumine Assoé. Pour moi et pour la République de Djibouti, un honneur et un privilège d'avoir pu relever le défi et d'honorer la promesse d'accueillir la réunion des experts et ministériels de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien en présence des personnalités et hauts responsables de toutes les institutions qu'elle fédère. Ce n'est pas la première fois, en effet, comme Medina le disait, que Djibouti accueille la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien. On date le jeu de 2016 que Djibouti a abrité avec beaucoup de plaisir et qui a permis en terre natale la rencontre de pays membres, à savoir Madagascar, La Réunion, île Maurice, les Comores, Seychelles et Mayotte. En outre, la République de Djibouti se félicite aussi de sa dernière participation aux Jeux de la CGSOI de Maurice, où les jeunes djiboutiens ont remporté plusieurs médailles d'or dans plusieurs disciplines. Au-delà des performances, ils ont eu l'occasion surtout de faire des découvertes, d'échanger, de partager des lieux d'amitié avec les sœurs et frères de pays membres de la CGSOI. Je profite de l'occasion pour réitérer mes remerciements aux autorités mauriciennes et plus particulièrement à Jean-Christophe Stéphane Toussaint, ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, quant à l'accueil chaleureux réservé aux équipes djiboutiennes. Nous voici réunis tous encore une fois à Djibouti. Je nous félicite tous d'emblée de préparatifs de l'excellente coordination entre le secrétariat général de la CGSOI et les organisateurs du MJC, menés tout au long de ces derniers jours pour que les travaux des réunions se déroulent dans les meilleures conditions.
En effet, la République de Djibouti a pris tous les dispositifs nécessaires pour optimiser les succès organisationnels de ces travaux de 2023 et pour que vos séjours soient le plus agréables. Aussi, pour la République de Djibouti, comme pour les pays de la Commission, la motivation première et quintessence des objectifs est d'aménager autant d'espace, des rencontres et d'échanges chez nos jeunes pour souder encore plus le lien d'amitié et de solidarité entre nos pays. C'est en ce sens que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, visionnaire, chantre de la paix et de la stabilité régionale, a placé la jeunesse au cœur de ses priorités politiques nationales. Et ce, pour bâtir une jeunesse solidaire, résiliente, entreprenante et motrice du développement durable. Enfin, les ministères de la Jeunesse et de la Culture, avec l'appui de l'ensemble des institutions étatiques et surtout des soutiens indéfectibles du gouvernement, qu'il a pu répondre rapidement aux exigences de l'organisation de ces travaux. Donc la République de Djibouti, fidèle à ses valeurs d'hospitalité légendaire et confiante de sa devise de terre de paix, de rencontre, d'échange, entre autres, vous souhaite la bienvenue et je déclare ouvert le travaux des réunions des experts et ministériels de la CGSOI. Merci pour votre aimable attention. Je vous emmène au sud du pays, rénové et bien équipé. Le CDC de Gorabous, à Dikil, a rouvert ses portes dans la journée du samedi 20 mai 2023. Le CDC est réouvert officiellement après un équipement complet et l'installation de panneaux solaires le samedi 20 2023 avec son collègue, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, et en présence des autorités de la région de Dikil, dont le préfet, M. Adan Darar Moussa, et accompagné de proches collaborateurs, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumin Assoué, s'est déplacé dans la localité de Gorabous qui s'est située à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de la région de l'Unité. La délégation accueillie chaleureusement par une population de jeunes et moins jeunes a procédé à la réouverture du CDC, entièrement rénové, rééquipé et électrifié. D'emblée, les différentes composantes de la communauté de la localité se sont déclarées réjouies de retrouver leur plateforme phare, à nouveau opérationnelle électrifiée avec l'énergie solaire. Le département du MJC a ainsi mis en œuvre sa stratégie de redynamisation des CDC de localités des régions pour qu'ils prennent part aux nombreuses activités d'inclusion socioculturelle de proximité en faveur des jeunes. Pour ainsi produire également la politique de promotion des héritages intergénérationnels et la transmission des valeurs républicaines et citoyennes. Nous sommes à la localité de Gorabous pour la réouverture du CDC de Gorabous. C'est une grande joie pour la localité, les habitants de la localité pour la réouverture du CDC qui a été rééquipé dans le cadre de la nouvelle politique de redynamisation du département du MJC. On remercie la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour tout son appui technique et financier à la réouverture du CDC de Gorabous. Ensuite, santé, c'est dans le cadre de la préparation de la demande de financement GC7 du Fonds mondial que le ministère de la Santé a organisé une retraite à Arta du 17 au 22 mai 2023 afin de consolider la demande de financement des maladies transmissibles qui sera soumise le 30 mai 2023. En effet, au cours de chaque cycle de financement, le Fonds mondial alloue des fonds de donateurs aux pays admissibles pour compléter la contribution du gouvernement dans la lutte contre les maladies transmissibles telles que la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme. Ainsi, le secrétaire général du ministère de la Santé, le Dr Salah Benoît Tourab, accompagné du président du CCMI, M. Ahmed Saad, la directrice du programme de santé prioritaire, Mme Mounir Ali, le PNUD et l'OMS, s'est rendu à Arta le jeudi 18 mai 2023 pour s'assurer du bon déroulement des travaux qui consistent à plusieurs volets, entre autres la prise en charge, l'approvisionnement en médicaments, les réactifs et les consommables nécessaires pour la lutte contre les maladies transmissibles. Le secrétaire général du ministère de la Santé a assuré les participants et de sa disponibilité pour faciliter le bon déroulement de cette programmation. Le paludisme. Donc après avoir élaboré ces trois stratégies, nous sommes en train d'élaborer un document que nous devons soumettre au Fonds mondial pour le financement des 3 années qui viennent. Ensuite, dans son intervention, le secrétaire général n'a pas manqué d'encourager les différentes équipes en précisant que cette procédure devrait garantir l'intégration de programmes et de renforcer l'impact des investissements. On écoute.
Et vraiment la version provisoire assez rapidement pour que nous soyons au courant de ce que vous avez dans le document, puisque l'exécution, en grande partie, ce sera le ministère de la Santé qui va le faire avec ses partenaires nationaux et internationaux. Et je voudrais que vraiment vous travailliez d'ici lundi, apparemment c'est prévu jusqu'à lundi, pour qu'on puisse avoir le plus rapidement le document provisoire et que vous puissiez aussi envoyer au niveau du Fonds mondial pour commentaires et pour qu'on puisse terminer à temps, comme il a dit le président, le 29, avant le 29 ou le 29 en dernier lieu. Je serai aussi présent quand vous allez présenter le document définitif au CCMI. Et si on lit le document en avance, on pourrait à ce moment-là aussi apporter de commentaires. Retour à la capitale, à Djibouti-Ville, où le siège central de l'Agence nationale pour les personnes handicapées situé à Hadamous a abrité hier matin une cérémonie de signature d'un plan de travail entre l'ANPH et le Fonds des Nations Unies pour l'amélioration de la condition des enfants, l'UNICEF. Ainsi, le document du protocole paraphé par le directeur général de l'ANPH, M. Ali Saïd Mahamoud, et le représentant adjoint de l'UNICEF, M. Daouda Diop, constitue un maillon important dans la mise en place des programmes concertés de la protection des droits des enfants handicapés. L'objectif de promouvoir la condition et la situation des enfants djiboutiens vivant avec du handicap et ainsi soutenir les actions de l'ANPH. Ce protocole d'accord servirait également à présenter les grands axes de partenariat entre l'ANPH et l'UNICEF, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation des enfants à besoins spéciaux. C'est droit. Chaque jour, à travers le monde, il y a plus de 240 millions d'enfants handicapés. Quelques 10% donc des enfants qui constituent la population du monde. Et ces obstacles auxquels ils sont confrontés les empêchent de participer pleinement à la société, qui doit être basée donc sur l'égalité de chances. Et d'où l'intérêt ensemble de travailler dans l'inclusion donc de ces personnes vivant avec le handicap. Et tout ceci commence par nous. Cette action que nous allons faire ensemble pour éliminer les obstacles physiques, des obstacles liés au comportement, mais aussi à la communication. Donc, nous allons aussi travailler, comme vous le savez, nous sommes à l'ère du numérique, nous allons travailler pour réduire cette fracture numérique qui concerne aussi ces enfants. Le directeur général de l'ANPH, M. Ali Saïd Mahamoud, a quant à lui indiqué l'objectif de la signature du présent accord, qui est de combattre les obstacles et la discrimination liée à l'handicap dans l'ensemble du pays. Nous sommes pour l'inclusion des enfants djiboutiens vivant avec du handicap dans les programmes des instances, a-t-il martelé. C'est pour nous un objectif commun de faire preuve d'une bonne volonté pour améliorer la qualité de vie des enfants à besoins spécifiques. Ainsi, à travers ce plan d'action, nous allons anticiper les besoins spécifiques de nos enfants dans différents domaines, notamment dans l'éducation et la santé, a-t-il ajouté le directeur général. À Tadjoura, en présence du préfet Hassan El-Davel et plusieurs responsables du lycée technique de Tadjoura. Le lycée technique de Tadjoura s'est réjoui d'inaugurer une salle informatique, une salle de créativité et un jet d'eau. Ce sont là des réalisations correspondant chacun à un volet et répondant à des besoins et aspirations spécifiques de cet établissement. La mise en place d'une nouvelle salle informatique est née afin de fluidifier l'accès aux TIC et l'utilisation de l'informatique. Une bribe d'histoire de la ville de Tadjoura en ce sens où ces faits ont voulu reproduire une réplique du légendaire puits qui confère son nom à la ville. Les projets réalisés traduisent la modernisation constante de notre lycée. D'autre part, ce sont là des projets d'utilité et d'intérêt pédagogique
qui mobilisent et rendent indispensable la participation de tous les acteurs ici, de tous les secteurs de formation. En ce sens, pour n'en souligner que cet aspect, la réalisation de chacun de nos projets, de par les conditions réelles dans lesquelles ils s'opèrent, constitue une immersion dans le monde du travail. C'est cet esprit qui inscrit dans la durée tous les projets de notre établissement et leur confère par conséquent toute la cohérence. Les réalisations dont nous procédons aujourd'hui à l'inauguration en sont une preuve édifiante. Cette technique d'État-Jura s'est réjouie d'inaugurer une salle informatique, une salle de créativité, ou bien un labo de créativité, et un jet d'eau. Ce sont là des réalisations correspondant chacun à un volet et répondant à des besoins et aspirations spécifiques de notre établissement. Sport à présent, 2 médailles pour Djibouti, une en or et une autre en argent. C'est une belle réussite pour les jeunes athlètes Ayanle et Habon qui se sont illustrés respectivement sur le 1500 mètres et le 5000 mètres, qui ont su porter haut les couleurs de leur pays au championnat arabe moins de 23 ans à Tunis. Le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamel, s'est réjoui de la performance de ces sportifs talentueux et en devenir. C'est une véritable source d'aspiration pour la jeunesse djiboutienne et une preuve que l'investissement dans le sport porte ses fruits. Ces réussites de nos jeunes athlètes dans les compétitions sportives régionales et internationales, comme maintenant à Tunis, est le fruit du soutien du président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, qui a accordé des subventions aux jeunes athlètes nationaux pour s'épanouir dans leurs sports respectifs. Grâce au soutien du fonds IOG, les jeunes sont pris en charge dans les phases de l'entraînement à Djibouti ou à l'étranger, ou pour participer également aux grandes compétitions régionales et internationales. En ce sens, la médaille est la récompense ultime pour l'effort et la persévérance de tous les acteurs impliqués dans la compétition. Elle représente le dépassement de soi, l'esprit d'équipe et la fierté nationale. C'est pourquoi chaque médaille obtenue est un symbole d'honneur et de reconnaissance pour l'ensemble de la communauté sportive du pays. En cette heureuse circonstance, le secrétaire d'État chargé des sports renouvelle ses sincères félicitations à ces jeunes et vaillants athlètes et leur souhaite beaucoup de succès dans leur carrière qui s'annonce prometteuse et remercie également le président de la République. Sport toujours, l'équipe de l'Académie de football, le club de la garde républicaine a réalisé des performances exceptionnelles lors de sa participation au Mondial Pupi 2023 en Bretagne. Se distinguant parmi les meilleurs, après des prestations stratosphériques, l'équipe a été honorée en recevant un trophée bien mérité hier lors de la clôture du tournoi. Les jeunes joueurs de l'Académie de football club de la garde républicaine ont démontré tout leur talent et leur détermination tout au long du tournoi. Leur engagement et leur cohésion ont fait d'eux une force redoutable sur le terrain. Ils ont impressionné les spectateurs ainsi que les autres équipes participantes. Grâce à leur jeu fluide, leur technique affûtée et leur esprit combatif, l'équipe de l'Académie du football club de la garde républicaine a su se démarquer et se hisser parmi les meilleurs concurrents de ce tournoi prestigieux organisé une fois par an. La remise du trophée à l'équipe de l'Académie de football club de la garde républicaine a été un moment de fierté pour les jeunes joueurs, leurs entraîneurs et leurs supporters. Cet honneur confirme leur statut d'une des meilleures équipes de ce tournoi, soulignant leur passion pour le football et leur détermination à exceller sur le terrain. L'Académie de football club de la garde républicaine et ses jeunes joueurs peuvent être fiers de leur parcours lors du Mondial Pupi 2023 en Bretagne. À Primla, et dont l'équipe de Djibouti Baret est invitée cette année. Bravo à eux pour leur performance sur le terrain. Une équipe sympathique. Alors, sur le terrain de Primelin qui se trouve aujourd'hui à la pointe de la Bretagne, donc après Quimper, si vous voulez, et après c'est le bout du monde, c'est là-bas, on arrive en Amérique. Ensuite, pour les actualités régionales, au Soudan, un cessez-le-feu d'une semaine est censé entrer en vigueur lundi soir entre l'armée et les paramilitaires qui se disputent sur le pouvoir au Soudan et poursuivent pour le moment leur violent affrontement. Les médiateurs américains et saoudiens ont annoncé dimanche après avoir obtenu, après 2 semaines de négociations en Arabie Saoudite, une trêve d'une semaine à compter de lundi au soir. Les deux camps ont annoncé par communiqué vouloir respecter cette trêve que l'ONU, l'Union africaine et le bloc de l'Afrique de l'Est, l'IGAD, ont salué. Mais en plus de 5 semaines de guerre, une dizaine de cessez-le-feu ont été promis et aussitôt violés. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires de forces de soutien rapide
du général Mohamed Hamdan Daglo a fait 1 millier de morts dans ce pays d'Afrique de l'Est et plus d'1 million de déplacés et de réfugiés. Pour les nouvelles internationales, je vous disais dans les titres, la présidence palestinienne a dénoncé lundi un véritable massacre et un crime de guerre majeur après que 3 Palestiniens sont tombés en martyrs à la suite d'un nouveau raid de l'armée de l'occupation israélienne à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Dénonçant un véritable massacre, le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu Roudeina, a qualifié les opérations répétées des forces de l'occupation à Naplouse de crimes de guerre majeurs et une punition collectif à laquelle il faut mettre fin immédiatement. Le porte-parole a appelé l'administration américaine à intervenir immédiatement pour arrêter cette folie de l'occupant. Plus tôt, dans un communiqué, le ministère de la Santé palestinien a identifié les 3 Palestiniens tués par l'armée de l'occupation dans le camp de réfugiés palestiniens de Balata à Naplouse. Depuis le début de l'année, au moins 150 Palestiniens sont tombés en martyrs dans des agressions de l'occupant israélien, selon des sources palestiniennes officielles. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.